Vostra. Nous, on venait de Tech Trash. Ça reste du business. Ouais. Tu peux te moquer d'un entrepreneur qui raconte n'importe quoi ou d'une boîte qui fait n'importe quoi. C'est assez simple et finalement, c'est assez bon enfant. Oui. En fait. Le climat, c'est encore autre chose. Et il y a tout ce truc de mobiliser sur cette question-là aussi qui est importante. Et en fait, nous, on s'est rendu compte que des fois, le côté très factuel, anxiogène, c'était pas forcément mobilisateur. Et que nous, justement, on pouvait peut-être amener d'autres gens à ce sujet-là avec justement notre ton à nous et notre angle à nous. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Dan Gezelhardt. Dan, bonjour. Yo, ça va? Hello. Allô plutôt. Allô. Parce qu'on en parlait avant d'enregistrer, tu es d'origine allemande. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es le cofondateur de Courriel, Tech Trash et Climax. Exactement. Notamment, et c'est de Climax dont on va parler aujourd'hui. Alors j'avais reçu il y a quelques mois de ça ta business partner Lorraine Boudard. Oui. Super épisode d'ailleurs que j'invite tout le monde. Merci beaucoup de l'avoir reçu. Vous aviez parlé notamment de Tech Trash. Exactement, la newsletter, voilà, un peu impertinente sur la tech et c'était hyper cool. Et elle teasait à la fin parce que on était vraiment au tout lancement. Je pense que ça allait arriver dans les semaines qui suivent de Climax. Donc là, je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion. Quelques mois après, ça a avancé. J'ai le numéro 0. Ça, c'est le numéro 05 que t'as. Ouais. Et là, le prochain qui sort, c'est le numéro 3.0. Voilà, bah, on a un concept sur la numérotation. Tu vas nous expliquer tout ça. On va prendre le temps un peu de comprendre Climax. Voilà, le fanzine plus chaud que le climat. On va parler d'écologie, évidemment. Je suis ravi de te recevoir. On s'est croisés il y a pas longtemps au festival de l'Infolettre autour d'un verre. On s'est dit que ce serait quand même bien de faire cet épisode. On y est. Bah écoute, merci, je suis hyper content d'être là. Et ben écoute, c'est dans parti. Vos studios de Cosa Vostra à Paris. Ouais, merci, écoute. Bravo. Merci, écoute. D'ailleurs, j'en profite. On fait un apéro le 27 avril dans les bureaux. On en a parlé dans la newsletter parce que Mediarama c'est aussi une newsletter qui paraît tous les mercredis. Vous pouvez retrouver ça sur mediarama.io. N'hésitez pas, ça se fait dans les bureaux si vous voulez passer une tête, boire un verre. Il n'y a pas d'ordre du jour, c'est juste pour le plaisir de se voir, de voir les auditeurs et les lecteurs de la newsletter le 27 avril. Vous pouvez retrouver ça dans la newsletter. Climax. Dan, c'est parti. Petite carte d'identité peut-être pour commencer. Dan, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Climax, puisqu'on a parlé au début du newsletter, là d'un magazine. Comment est-ce que tu définis Climax ? Alors Climax, c'est un média sur l'écologie et la crise climatique. On a deux médiums, en fait. On a la newsletter, donc toutes les semaines une newsletter hebdo, et on a un fanzine papier trimestriel. Alors nous, on l'appelle un fanzine parce qu'on aime bien ce côté un peu qui rappelle les fanzines un peu faits à l'arrache. Tu vois, le fanzine, c'est le vrai concept artisanal, quoi. Alors, il est très beau et de très bonne qualité pour un fanzine. Bah, écoute, en fait, finalement, c'est cool que tu dises ça, tu vois. Mais nous, c'est vrai qu'on s'est dit, on va l'appeler fanzine parce que ça enlève le côté trop sérieux du magazine. Ça donne un côté un peu punk. Justement, c'est aussi ce qu'on revendique. Et c'est aussi ce qu'on revendique dans le fond, dans notre traitement de l'écologie. Un traitement... Notre angle. Voilà, notre angle, c'est de parler d'écologie de façon punk, de façon pop, de parler de culture, en fait, plus que de parler d'actualité, parce qu'il y a d'autres médias qui le font très bien, et nous, en fait, voilà, par la newsletter hebdo et par le biais du fanzine trimestriel, on essaye d'aborder l'écologie différemment, et notre mission, c'est vraiment d'essayer de rendre l'écologie cool, parce qu'on se rend compte que l'écologie, c'est souvent catalogué comme un truc chiant. Voilà, anxiogène, compliqué, parce que scientifique, ce qui est logique. Et évidemment, il faut expliquer le côté scientifique, ça c'est très important, on essaie de le faire aussi, et d'autres le font bien, mais nous, on a en plus ce prisme pop culture avec tout un tas d'entrées de lecture qui sont,
je pense, intéressantes et qui peuvent parler aux gens qui ne sont pas forcément passionnés par ça. Et on a aussi un ton marrant, humoristique, sarcastique. On adore se moquer, on est taquin. Qu'on retrouvait dans Tech Trash. On retrouvait dans Tech Trash. On retrouve ce ton qui est un peu votre ADN. Ouais, ça c'est vraiment, exactement. C'est votre marque de fabrique. Combien il y a d'abonnés chez Climax? Donc la newsletter, hein, là en l'occurrence, elle s'est lancée quand exactement? La newsletter, elle s'est lancée il y a un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. Ouais, et le fanzine, il y a 6 mois en gros, quoi. Et la newsletter, on a 8000 abonnés à peu près. Et en fait, ce qui est assez cool, je pense... Alors nous, on n'a pas trop une culture du chiffre. En fait, c'est assez marrant parce qu'en regardant, si tu veux, notre historique, là, quand tu m'as dit un peu de quoi tu voulais parler, tu m'as dit, tiens, j'aimerais donner quelques chiffres et tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on n'a jamais trop été drivé par les chiffres. Alors, je vais prendre un mot d'entrepreneur. Ouais, c'est ça. Mais en fait, nous, on est drivé par... en fait, on est vraiment poussé par le kiff du contenu et de faire des trucs qui nous plaisent, qui nous parlent et où on se dit ça va parler à nos lecteurs. Et en fait, on sent que ça marche parce que en fait, là, on a une base donc, de 8000 lecteurs, ce qui en fait est tout à fait honorable, mais ce qui pourrait, je pense, encore être beaucoup plus grand. Parce qu'en fait, on n'est pas trop allé les chercher, c'est plus eux qui sont venus à nous. Et c'est des gens, beaucoup qui viennent de Tech Trash aussi. Il y a beaucoup de lecteurs qu'on a transformés de Tech Trash, donc qui étaient des lecteurs de la base, vraiment des gens qui sont passionnés par le milieu de la tech, par le monde des startups, l'entrepreneuriat, et qui sont venus par le biais de notre ton, de notre façon d'aborder le sujet. Et je pense que ça compte vachement pour nous, de transformer des gens qui ne sont pas déjà convaincus de base par l'écologie. Et on voit en fait que dans cette base de lecteurs, on a vraiment des lecteurs hyper fidèles, on a des taux d'ouverture qui sont vraiment, je trouve, assez exceptionnels. Tu les connais, les taux d'ouverture? Ouais. Alors après, moi je dirais aujourd'hui, le taux d'ouverture ne veut plus dire grand-chose parce que tu vois, en plus, il y a eu, là récemment, Apple a coupé, en fait, entre guillemets, tu ne peux plus traquer sur tous les téléphones Apple, tu ne peux plus traquer, en fait, les vrais taux d'ouverture. Donc, en fait, je pense que les taux d'ouverture sont un peu bidons en général. Mais pour tout le monde, donc. Voilà, pour tout le monde. Donc, j'ai tendance à dire les taux d'ouverture, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais par contre, force est de constater quand même que nous, on a des bons taux. Et ça, c'est quand même hyper cool pour nous, même si nous, on ne communique pas dessus. Mais tu vois, là, ils sont sur la newsletter, ils sont entre 60 et 75%. Donc moi, connaissant vraiment ce business de la newsletter et pour avoir fait différentes newsletters depuis déjà Tech Trash et pour en avoir fait avec d'autres, avec des journalistes, avec des entreprises, avec des institutions publiques, c'est vraiment un excellent taux d'ouverture, même si je dis que pour Climax, ça compte pas vraiment. Ce qui compte vachement pour nous, c'est en fait les gens qui nous répondent. À chaque fois qu'on envoie des newsletters, qu'on envoie des mailings, on a beaucoup de gens qui nous écrivent, tu vois, qui nous disent « Ah tiens, vous avez parlé de ça, pourquoi vous n'avez pas parlé de ça ?» ou « Tiens, ouais, j'ai bien aimé tel article. » Et en fait, on voit qu'il y a un vrai engagement de la communauté à ce niveau-là. Et on a un taux de désinscription qui est hyper faible, en fait. Vraiment, autant la croissance n'est pas exponentielle, mais je pense vraiment parce qu'on ne met pas notre énergie forcément là-dedans. Les bonnes ressources. Et pour le coup, il faudrait qu'on le fasse, mais ce n'est pas ce qu'on a fait pour l'instant parce qu'en fait, on a vraiment pris le projet par le côté passion et on s'est dit on va mettre toute notre énergie dans l'envie qu'on a de faire des articles qu'on aime bien, dans le contenu. Et en même temps, c'est quand même cool de voir que ça évolue petit à petit. Que le produit, en tout cas, est apprécié, qu'il y a peu de désinscriptions. Et voilà, ça évolue petit à petit, mais exactement ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a quasiment pas de désinscription. Enfin, il y en a vraiment très, très, très peu, quoi. Il y en a, je pense... je ne saurais pas te dire, mais il y en a peut-être il y a un des inscrits par semaine ou par mois. Enfin, c'est vraiment pareil, très très peu parce que j'en un truc. J'en parlais ce midi, je déjeunais avec très peu. Thomas Fier des Others et Mathieu, mon associé, qui a aussi sa newsletter sur Génération. Donc on regardait un peu les chiffres, etc. Il disait lui c'est naturel d'avoir des centaines de désabonnés. Ce qui est important, c'est d'en avoir plus évidemment d'inscrits que de nouveaux inscrits. Mais il disait que très naturellement des gens se désabonnaient. Mais ça, je pense que c'est aussi quand tu es dans une logique vraiment où tu fais en sorte que des gens s'abonnent qui sont pas forcément, tu vois, des gens qui sont à fond. Oui, tu veux dire de l'acquisition. Quand tu fais de l'acquisition, exactement. Quand tu fais de l'acquisition, c'est normal parce que tu vas chercher des gens. Exactement. Tu vas chercher des gens qui sont pas forcément intéressés et qui du coup se disent tiens, je vais lire et puis après il y en a une partie qui se désabonne. Ouais. Mais nous, c'est vraiment la base de gens qui nous soutiennent et tu vois les gens qui se rajoutent, c'est aussi des gens, tu sens que vraiment le sujet leur tient à cœur et en fait ils comprennent la promesse de Climax parce qu'elle est un peu particulière en fait. C'est pas la promesse d'autres médias écolos qui ont généralement la promesse des médias écolos, c'est de parler de l'actualité de l'écologie. Nous, c'est pas du tout cette promesse-là. Nous, c'est la promesse de parler de tout, de société, mais avec l'angle de l'écologie. Avec un angle de l'écologie, exactement. Je reste sur la carte d'identité. Vous ne faites pas d'acquisition, donc ? Non.
On n'en fait pas, non. Alors, on n'en fait pas, j'exagère, parce qu'on n'en fait pas déjà payante. Après, on en fait forcément un petit peu. Quand tu parles d'acquisition, c'est typiquement d'aller chercher des abonnés dans différents canaux. Alors, on n'en fait pas du tout payante, mais on en fait malgré nous par le fait que on a donc Tech Trash dont tu as parlé avec Lorraine. Il y a combien d'abonnés dans Tech Trash ? Tech Trash, on est aujourd'hui... Alors après, ça fait un petit moment que Tech Trash existe. Ça fait plus de 5 ans, je crois. Et on a dépassé les 35 000 abonnés. Mais alors pareil, sur Tech Trash, on n'a jamais fait d'acquisition payante. Donc c'était toujours du bouche à oreille, c'était vraiment organique tout le temps. Et en fait aujourd'hui, quand on lance un truc sur, tu vois, typiquement quand on va lancer un fanzine sur Climax, on le dit à nos abonnés Tech Trash. Et du coup, il y en a qui nous rejoignent, du coup, soit qui vont acheter le fanzine, qui vont le précommander, soit qui vont s'inscrire à la newsletter. Donc ça, c'est une forme d'acquisition dans un sens. Après, on fait des posts sur les réseaux sociaux. Et typiquement, on va... en fait, il y a des choses qu'on développe sur les réseaux sociaux. C'est pareil, c'est pas forcément notre cœur de compétences, d'activité. C'est pas ce qu'on préfère faire, mais il y a des choses qu'on commence à faire et qui commencent à nous plaire. Tu vois, par exemple, sur Instagram, on essaie de développer la page, on essaie de faire des partenariats. Là, récemment, on a monté un partenariat avec Combini, où on fait... des différentes vidéos, on essaie de faire au moins une vidéo par mois avec eux. La dernière qu'on a faite, elle a fait je crois plus d'1 million de vues, et c'est cool parce que là ça ramène genre 1000 abonnés sur la page Insta, ça ramène aussi quelques abonnés sur la newsletter, donc en fait c'est assez ça fait assez un peu vertueux, des bons partenariats. Et quand tu dis on fait, c'est Lorraine et toi, il y a combien de personnes qui participent à Climax ? Alors on a une équipe de 5 personnes qui sont salariées. Donc il y a Lorraine et moi, il y a une rédactrice en chef qui s'appelle Milly Servant, et il y a 2 journalistes, il y a Nicolas Beublé et Alexandre Le Guen qui sont donc 2 journalistes qui sont dans l'équipe. Et après, donc là, quand je dis on, typiquement les réseaux sociaux, c'est plutôt cette équipe-là. Après, on a toute une flopée de collaborateurs externes, des gens avec qui on bosse. Typiquement sur les réseaux sociaux, on bosse avec un jeune homme qui s'appelle Bruno Gelsomino et un autre qui s'appelle Éloi Courreau qui nous aident sur les réseaux sociaux et qui collaborent avec nous là-dessus. Et il y a, tu vois, il y a des journalistes. Alors sur le fanzine, on va être amené à en parler, je pense, mais il y a d'autres journalistes, il y a 2 directeurs artistiques, enfin un garçon et une fille qui font toute la DA du projet. Et pour le coup, on a vraiment une équipe, je dirais d'une 20aine de personnes en tout cas, qui bossent pas à plein temps, mais même peut-être un peu plus large, ouais. Mais c'est marrant parce que tu disais sur les canaux d'acquisition, et en fait, on n'a pas parlé de LinkedIn. Et aujourd'hui, on voit que LinkedIn aussi, tu sais, on en a parlé juste avant d'enregistrer, et on voit que c'est pour nous quand même un canal d'acquisition qui marche bien. Et pourtant, c'est un truc, comme je te le disais tout à l'heure, c'est un truc qu'on fait un peu à contre-cœur. Oui, parce qu'il faut rappeler un peu l'ADN de la marque. Tech Trash, elle s'est lancée de manière anonyme. Vous étiez en poste dans la pub, tous les deux. Alors Lorraine, moi j'étais déjà journaliste un peu électron libre, mais je bossais pour plein de boîtes et tout. Et le concept était un peu... pas forcément... le but, c'était pas que les gens sachent, tu vois. Non, exactement. Parce que qu'on se moquait des gens qu'on connaissait codes, aussi, moquer un peu de ce côté un peu Startup Nation, exactement. où on est tous des entrepreneurs successful, avec beaucoup d'anglicisme, comme je viens de le faire un peu à dessein. Comme on le fait tous un peu, malheureusement. Ça fait partie de notre langage. Et effectivement, LinkedIn, t'es obligé quelque part. Mais je pense qu'on évoquera ce sujet, notamment tout à l'heure, de l'incarnation. Elle est intéressante parce qu'à un moment donné, tu dois sortir quand même de ce côté-là pour mouiller un peu le maillot et faire savoir qui t'es. Exactement. Notamment pour l'acquisition, on est en tout cas dans un moment où c'est beaucoup plus difficile, je pense, de rester... c'est ce qu'on dit d'ailleurs, nous, dans les médias. Il faut des journalistes qui soient mis en avant, qui utilisent leur propre réseau. C'est une des clés. L'incarnation, aujourd'hui, elle est quand même assez intéressante. Je continue quand même d'abord la carte d'identité. Alors, a priori, donc, vous n'êtes pas drivé par les chiffres, tu nous l'as dit très clairement. Et c'est peut-être pas forcément une bonne chose, mais... Ça l'est probablement... Alors, c'est pareil, c'est intéressant. Je pense que ça l'est pas, parce que c'est une entreprise, c'est une aventure, mais quelque part, le kiff, c'est encore au-dessus. C'est dans quelle mesure vous pourriez kiffer autant et vous faire aider sur ces côtés-là pour le développer, parce que tu pourrais faire le même produit de qualité et avoir non pas 8000 mais 80 000 abonnés à la newsletter, etc. Peut-être, peut-être. Écoute, on va essayer, tu vois, dans ce cas-là. Mais le modèle, donc il est la newsletter est gratuite. Ouais, la newsletter est gratuite maintenant. Elle était payante au début. C'est ce que m'avait annoncé Lorraine. Tu peux nous raconter un peu le modèle économique aujourd'hui ? Ouais, aujourd'hui le modèle économique il repose sur 3 piliers en gros. Il repose sur les ventes de Climax Fanzine.
Donc, si tu veux, on fera l'historique de la newsletter, mais elle a été payante au début. Et quand on a décidé de lancer le fanzine, on s'est dit que c'est chelou d'avoir 2 produits payants. Et on s'est dit, en fait, plutôt on va faire une newsletter gratuite. Et puis, du coup, les gens qui voudront vraiment, qui s'intéresseront au projet, qui voudront le soutenir, achèteront le fanzine qu'on peut trouver en librairie. Un peu partout en librairie en France. Je crois qu'on est dans autour de 500 librairies en France et surtout en ligne, en fait, sur notre site. C'est là où on a les principaux. Enfin, la plupart des gens, la plupart des gens nous commandent, en fait, et souvent, c'est là, par exemple, pour le numéro qui vient, là, on fait une campagne de précommande. Donc, les gens peuvent soit le précommander, soit l'acheter quand il est sorti. Donc ça c'est le premier pilier du modèle économique. Après, le deuxième pilier, c'est les dons. Alors, pour le coup, c'est pas grand-chose, parce que c'est vraiment pour les gens qui soutiennent. Je crois que c'est à peu près autour de 5% du CA. Du CA de Climax, c'est les dons. Climax, c'est les dons, donc c'est assez peu, mais c'est pas négligeable non plus. Hein, mais c'est vraiment les gens qui soutiennent, ou des fois des gens qui ont des moyens et qui nous disent j'adore ce projet, en fait, je vais pas juste m'abonner, je vais vous donner un billet en plus, ça me fait plaisir. Et donc, nous, ça nous fait plaisir aussi. Et même si c'est pas quelque chose qu'on a poussé. Il y a d'autres médias, par exemple, qui ont une vraie stratégie de pousser là-dessus avec un discours qui est vers le fond. Et je pense que c'est malin de le faire aussi, parce qu'il y a un vrai discours à faire sur les dons. Notamment le fait que les dons sont défiscalisables et c'est vrai que nous c'est pas quelque chose qu'on a poussé. On a voulu pousser un autre modèle. On a donc ces 2 piliers là, et puis le troisième pilier c'est de la vente, mais aux entreprises. Alors soit de la vente de magazines, mais de fanzines, mais vraiment en gros nombre. On essaie d'en vendre par 100, 200 à tout un tas de collaborateurs. Ou soit on vend d'autres types de formats, et c'est d'ailleurs pas que, j'ai dit des entreprises, mais c'est pas que ça. Ça peut être des institutions publiques, ou même des institutionnels, ou même des médias, où on vient faire soit de la formation, soit des conférences, avec l'angle de Climax aussi, avec notre ton à nous. Et justement, on a développé une sorte d'atelier entre conférences et ateliers, vraiment avec notre angle pour ceux qui veulent, par exemple, qui ont fait la fresque du climat et qui se disent tiens, j'ai envie d'aller un peu plus loin, et en plus d'aborder le sujet avec un ton un peu différent. Et du coup, on a une offre comme ça, quoi. Pas d'activité d'agence, de brand content? Alors, pas directement avec Climax, non. D'accord. Non. C'est rentable aujourd'hui? Climax, c'est à l'équilibre. C'est à l'équilibre. Donc, en fait, on arrive à payer les salaires, on arrive à payer les collaborateurs. Maintenant, tout l'enjeu, c'est aussi de trouver l'équilibre avec notre autre activité sur Tech Trash. Mais Climax, en tant que tel, est à l'équilibre. Et pour nous, c'était vraiment l'enjeu, en fait, du projet, même notamment dans le fait de se dire on va lancer un fanzine, ce qui est quand même, en 2022, un projet un peu fou, voire un peu absurde, parce que tu dis le papier coûte hyper cher. Ouais. Et en même temps, encore une fois, tu vois, comme je te disais, on est drivé par le kiff et de se dire, en fait, c'est ça qu'on a envie de faire, et on est persuadé qu'il y a des lecteurs qui vont aimer le produit. Et en fait, aujourd'hui, rien que le fait d'arriver à l'équilibre sur ce truc-là, je pense que c'est plutôt une bonne chose après moins d'un an, on va dire, de sortie des premiers fanzines. Ouais, c'est clair. Et ce qu'il faut, évidemment, c'est le but, c'est de faire grossir cette base de gens qui nous lisent sur la newsletter, évidemment, mais aussi sur le fanzine, pour faire grandir le projet Climax. Ouais. Tu penses que les gens achètent Climax sans connaître la newsletter? Il y a de l'achat un peu d'impulsion comme ça, par une couve qui attire l'œil. En l'occurrence, c'est le numéro 3. Un peu. Enfin, le numéro 05, en l'occurrence, avec les croissants. Pas de pitié pour les croissants, ça attire. Mais votre vraie strat, c'est quand même, on s'inscrit à la newsletter qui est gratuite, on parle du fanzine et on l'achète en ligne sur la boutique. Exactement, ça c'est un peu la stratégie logique. Mais après, c'est marrant parce qu'en fait, moi, des fois, j'ai même du mal à comprendre, tu vois, comment fonctionne. Mais en même temps, je le vois chez moi parce que moi, ça m'arrive typiquement de voir, tu vois, de découvrir un truc en librairie. Je sais pas du tout finalement que ce projet-là a une newsletter avec 50 000 personnes. Et en fait, finalement, c'est comme si quelqu'un nous découvrait en librairie et après retrouve le projet en ligne et en fait découvre plein de contenu dans une newsletter. Donc, je pense qu'il y a plein de façons d'accéder au contenu et de nous découvrir. Et encore une fois, ce qui est intéressant, je pense, sur ce projet-là, Climax, c'est que c'est pas un projet qui s'est vraiment construit sur une fanbase, en tout cas un noyau de lecteurs, de gens qui sont déjà des convaincus de l'écologie. On est plutôt allé chercher des gens qui sont pas forcément sur cette thématique-là, et du coup, on sait qu'on a aussi une vraie marge de progression. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tous les lecteurs de médias écolos nous découvrent encore, quoi. Il y en a plein qui ne nous connaissent pas. Ouais. Et qui connaissent les autres, tu vois, qui connaissent Bon Pote, Reporter, Vert.
et qui font tous du super boulot, mais en fait qui à un moment peuvent se dire ah bah tiens, Climax c'est cool parce que ça apporte un truc en plus. Ouais, c'est que les autres n'ont pas. complémentaire. Voilà, exactement, c'est complémentaire. Et en fait, il y en a plein qui sont en train de nous découvrir et on voit qu'on a une vraie marge de progression à ce niveau-là, quoi. Ouais, ça, effectivement, ça, c'est plutôt cool. On l'a dit, vous êtes au numéro 3 du fanzine. Et dès le départ, vous êtes lancé sur le bimédia. Est-ce que tu peux nous dire, mais la newsletter devait être payante, un peu par quoi vous êtes passé un peu les réflexions et quel type de contenu on peut trouver dans l'un ou dans l'autre? C'est quoi l'articulation un peu entre les deux? Alors nous, on fait très peu d'actu. Parce que d'une part, en fait, déjà plein de gens le font et d'autres médias le font. Et en fait, vous pouvez vraiment, pas vous battre là-dessus. En fait, c'est même pas cette question de se battre. C'est qu'en fait, c'est vraiment, encore une fois, c'est est-ce qu'on a envie de faire quelque chose que les autres font? Non. Donc après, évidemment, s'il y a un truc d'actu qui nous fait marrer et dont on peut parler, nous, avec notre angle, tu vois, typiquement, si Macron va dire une connerie sur le climat, ce qui arrive quand même régulièrement, eh ben, on peut rebondir dessus, tu vois, un petit édito marrant, quelque chose comme ça. Avec notre ton, évidemment. Ça, c'est un truc qu'on fait, mais sinon, on parle assez peu vraiment d'actualité. Et en fait, on va tout de suite aller dans des contenus un peu plus hors du temps. Alors, sur la newsletter, tu as forcément des contenus plus courts. Donc, tu as une rubrique qui s'appelle La main dans le goudron, qui, en fait, chaque semaine, va s'intéresser à une entreprise de greenwashing, c'est-à-dire vraiment une marque qui fait une pub où tu vois que c'est vraiment un truc grossier de greenwashing. Tu vois, par exemple, tu vois, il y a l'exemple de Evolution. Je sais pas si tu vois, c'est la collection écolo de Shein. Shein, tu vois, qui est cette marque chinoise d'ultra fast fashion. Donc, qui est vraiment quelque chose d'horrible. De fast fashion, donc tu peux pas sortir un truc sur l'écologie. Ultra fast fashion, en plus, je crois qu'ils font genre une collection tous les 3 jours, enfin c'est un truc de malade. Et ils ont tout un storytelling sur le fait de dire qu'ils ont une collection durable avec du papier recyclé, des emballages recyclés, enfin bref. C'est vraiment une grosse blague. Ouais, c'est une énorme blague et à la fois c'est tragique, mais à la fois nous ça nous donne vraiment du contenu pour rigoler, pour se moquer. Donc typiquement, tu vois, on va parler de ça, on va parler d'Amazon qui fait une campagne qui s'appelle Amazon Aware où ils parlent ils font brouter des chèvres à côté de leurs entrepôts. Enfin, il y a vraiment, si tu te plonges dans le greenwashing, c'est incroyable le nombre de pépites que tu trouves dont on peut rigoler. Alors encore une fois, c'est des trucs qu'il faut dénoncer. Oui, c'est un verre jaune. Même temps, c'est un verre jaune, mais en même temps, c'est quand même, ça fait plaisir de se moquer de ça, quoi. Ouais, donc tu as ça et tu as d'autres types d'entrées dans la newsletter. On essaye aussi quand même d'expliquer vraiment des concepts, tu vois, dont on parle beaucoup dans l'écologie, dans le climat, des idées reçues. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'idées reçues. Tu vois, souvent, quand tu as des discussions avec des amis à toi, typiquement, tu as des trucs qui ressortent comme le classique, c'est genre, la France, c'est que 1% des émissions. De toute façon, alors que c'est la nous, Chine, ça change rien. Et la Chine, donc autant ne rien faire, quoi. Typiquement, ce genre de truc, ou les pour ou contre la voiture électrique. Enfin, en fait, tu as plein de choses comme ça qui sont un peu des idées reçues et qui, en fait, du coup, tuent un peu souvent les débats que tu peux avoir en famille et ça, ou avec des potes. Et ça, en fait, c'est des trucs qu'on essaye d'expliquer. On a une sorte de méthode, nous, qu'on appelle entre nous la méthode laser, où vraiment on essaie de démonter, tu vois, les arguments bidons en mode chirurgical. Et donc ça, c'est des contenus que tu retrouves pour le coup dans la newsletter et après dans le fanzine. Pour le coup, là, on va être sur des contenus beaucoup plus longs, aussi plus graphiques, plus visuels. On va aller chercher des artistes. Typiquement, on va aller geeker sur Instagram, un peu partout sur Internet en général. On va chercher des gens qui font des projets qui sont en rapport avec l'écologie et qui peuvent être en rapport avec le sujet du numéro qu'on est en train de faire. Qui a un thème à chaque fois. Ouais, il y a toujours un gros thème et après il peut y avoir d'autres contenus, mais après il y a aussi des articles complètement what the fuck et c'est aussi quelque chose que nous on revendique complètement. Tu vois, par exemple dans le prochain numéro, on fait un article sur des chats transgéniques. Et en fait, tu as un de nos journalistes qui s'appelle Martin et qui nous a proposé ça. Et en fait, alors je sais pas exactement, je vais découvrir là l'article, mais rien que le pitch m'a fait délirer. Et en fait, on se laisse cette liberté-là en fait de faire des trucs qui sont des fois complètement what the fuck et qui peut-être, quelqu'un de sérieux va se dire mais en fait pourquoi vous parlez de ça, faire un article là-dessus. c'est absurde et en fait oui c'est absurde certes mais nous ça nous fait marrer et on c'est pense ce côté, que ça en va fait, faire marrer. fanzine, ça te laisse cette liberté totale en fait. Ouais, t'es pas attendu sur un format ou en tout cas tu peux faire ce que tu veux. Exactement.
y compris changer la numérotation d'un numéro sur l'autre. Voilà, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'est dit, avec Lorraine et Émilie, quand on a lancé l'idée du fanzine, on s'est dit, le fanzine, ce qui est cool, c'est aussi si tu fais de la merde, franchement, tu peux dire oui, mais c'est un fanzine. Parce que tu vois, il y a quand même des fanzines, c'est des trucs imprimés, complètement à l'arrache. Très low-tech, très low-cost, un peu de passionné, donc tu peux pardonner un peu. Tu peux pardonner les errements, voilà. Mais en même temps, après, si nous, on essaie quand même évidemment de faire un truc cool. Et je l'ai dit, vraiment, j'invite à regarder. Et je vous invite tous à regarder parce que ce sont des beaux objets. D'énergie là-dedans. Ouais. Et en plus, on se prend la tête pour l'impression. C'est chez Léonce Després. C'est chez Léonce Després que tu connais peut-être. Mais que j'ai eu sur Mediarama. Ah oui, Léonce, il est venu, c'est vrai. Oui, parce que je tenais à faire un peu un épisode justement pour parler un peu d'impression, et puis il fait partie un peu de ces trop bien. petits imprimeurs. Il est du Nord comme moi, et c'est une belle histoire familiale. Et puis voilà, je voulais parler un peu de ces... et donc c'est un peu l'imprimeur des petits éditeurs indépendants. Il fait pas que des petits, il fait aussi Sopress, exactement. Mais voilà, donc si vous avez un projet, vous cherchez un bon imprimeur, allez voir Léonce. Bah oui, non mais Léonce, il nous accompagne, et moi je le connais déjà depuis un petit moment. On avait monté un autre projet ensemble il y a quelques années. Ah ouais? Ouais, un autre magazine dont on va pas parler maintenant, D'accord. Pas forcément, mais pour le coup qui était plus là du coup dans le monde de la tech et de l'innovation. Et ce qui était intéressant, parce que là du coup j'ai pu expérimenter le kiosque aussi. Ouais. C'est encore un autre. C'est encore un autre truc, c'est encore une autre galère. C'est vraiment. Je vais essayer d'explorer un petit peu. J'aimerais bien s'y parler un peu. C'est un modèle qui est très compliqué, le kiosque, franchement. Mais ça, il faut en parler avec quelqu'un qui est dedans aujourd'hui. Moi, je l'ai expérimenté et c'est hyper compliqué. C'est du point de vue écologique, c'est vraiment n'importe quoi parce que tu jettes quasiment la moitié, même plus de la moitié de ce que tu imprimes. Mais parce que de facto, en fait, si tu veux en mettre beaucoup en kiosque, tu es obligé d'en mettre beaucoup plus que ce que tu vas vendre. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Et nous, on sait pas du tout. Pourtant, c'est important les kiosques. Mais non, bien sûr. C'est un autre sujet. Donc vous êtes pas et je le comprends. Je pense que c'est le positionnement aujourd'hui beaucoup plus rationnel, notamment par rapport aussi à l'écologie. Exactement. De se dire et par rapport à notre business model aussi, quasiment tous les exemplaires que nous, c'est exactement ça. C'est vraiment un truc qu'on s'est fixé. C'est on produit ce qu'on vend. Et on vend, on en produit un tout petit plus que ce qu'on a déjà prévendu. Parce que tu sais, on fait toujours, soit on fait une campagne de prévente quand on lance un numéro, soit on l'annonce, on dit, vous pouvez l'acheter, le préacheter sur notre site. Et en fait, on regarde en fonction de ce qu'on. Mais en fait, pour l'instant, on n'a pas non plus fait beaucoup de numéros, donc c'est assez simple. On n'a pas dit combien de numéros vous combien d'exemplaires là, on est à 3000 exemplaires. Et donc, ça évolue petit à petit. En fait, ça évolue de 500 en 500. Et du coup, c'est assez, c'est vraiment, je dirais, incrémental. L'idée, c'est à chaque fois d'en garder quelques centaines en plus pour pouvoir les vendre après, mais en sachant que l'idée, c'est que 6 mois après, tout soit vendu. Par exemple, le tout premier numéro, il est sold out là depuis 2 mois. L'idée, c'est que celui-là que tu as entre les mains, soit là, il n'est pas encore complètement sold out, il en reste quelques-uns, mais je pense que dans 2-3 mois, il sera épuisé. Et puis après, le prochain, l'idée, c'est à chaque fois. Et c'est aussi un discours qu'on a, c'est vraiment de dire aux gens, en fait, si vous voulez l'avoir, il vaut mieux l'acheter maintenant parce que dans quelques mois, il sera épuisé. Ouais, et puis, c'est cool aussi, moi, je trouve, parce que ça donne un côté unique à l'objet. Et puis surtout, ça met pas un nombre de papiers dans la nature. Ça n'a que des vertus. Exactement. Business, écologie, et etc. et de circulation. Et donc là, c'est le numéro 05. Là, on a l'impression, le prix du papier. Parce que ça, vous l'avez peut-être pas anticipé. Ouais, c'est délirant dans le sens où moi, du coup, je l'ai expérimenté il y a quelques années avec un autre projet. Et je pense que depuis, ça fait x3 ou x4 vraiment. Donc là, c'est une des raisons pour lesquelles le prix du fanzine est assez cher, même si là, on a fait une enquête auprès de nos lecteurs et en fait, j'étais hyper surpris parce qu'on a demandé à nos lecteurs si ils trouvaient que le fanzine était cher et 80% des lecteurs disent qu'il est au bon prix. Tu vois, il est à 17,50 €. Donc, c'est marqué à l'intérieur pour le coup. Et en fait, moi je trouve que c'est un certain prix, mais en même temps, encore une fois, c'est un produit qui est assez rare. Oui, c'est ça. C'est pas un hebdo, c'est pas mensuel. Qui a un contenu en plus. Tout l'enjeu, comme je te disais, c'est pas de faire de l'actu, c'est un contenu un peu intemporel. Pour moi, l'idée, ça a toujours été que les gens puissent ressortir. Tu l'as dit, c'est pas de l'actu chaude, donc je peux le sortir dans un an. Dans un an, dans 2 ans même, tu peux le ressortir parce qu'il y a des projets artistiques dont on parle. Et en fait, il y a tellement de choses dedans que tu peux ressortir des interviews avec des sociologues, des interviews avec des philosophes et des économistes. Et c'est des choses qui sont pas, évidemment, de temps en temps, qui vont, te parler un tout petit peu d'actualité, mais que tu peux clairement relire dans 1-2 ans.
Et ne serait-ce que toute la façon dont on appréhende l'objet, on l'appréhende vraiment comme un objet un peu artistique, tu vois, avec une couverture avec très peu de titrailles, juste avec un titre un peu comme une pochette d'album, en fait, finalement, d'album de musique. Et ça, pour moi, c'est pareil, ça appuie ce fait que en fait, c'est un produit qui est... Enfin, un bel objet. Un objet intemporel et que tu gardes. Et moi, je pense que voilà, les lecteurs peuvent le garder et le ressortir plus tard. Et c'est pour ça que... C'est pas un truc que tu jettes. C'est un peu comme un bouquin. Et en fait, d'ailleurs, c'est marrant parce que récemment, j'ai regardé les prix des bouquins ont augmenté aussi. Et aujourd'hui, c'est autour de 25 € un bouquin. Et moi, dans ma tête, c'était encore, tu vois, 17, 18. Et en fait, là, ça m'a rassuré parce que je me suis dit, en fait, si un livre coûte 25 €, le fait que nous, on coûte quand même moins de 20 €, ça va. Ouais. Et ça fait partie de ces magazines, tu sais, où de temps en temps, tu fais le tri de tes magazines à la maison et tu te dis, ça, je le jette, ça, je le jette, ça, je le jette. Tous les trucs d'actu, tu les jettes. Exactement. Et ça, j'espère que tu les gardes. Voilà, c'est ça. Tu dis dans 2-3 ans, ils sont beaux, c'est chouette. Puis il y a ce côté, comme tu l'as dit, sold out. Donc c'est un peu un bon objet, un peu collector. Exactement. Non, mais tu vois, l'idée, c'est même peut-être, ça c'est un truc à la con, mais moi, ça me ferait marrer que dans un an, tu trouves le numéro 0 qui est épuisé, que tu le trouves, j'en sais rien, sur eBay ou sur le Bon Coin. Alors, tu vois, en mode quelqu'un qui le met à 50 €, j'en sais rien. C'est évidemment. Danger. Ouais, exactement. Qui revend. Marché. Ouais, voilà. Non, mais ça me ferait marrer. Évidemment, c'est pas le but, mais je trouverais ça marrant parce que vraiment, ça montrerait que l'objet est rare et qu'il y a des gens qui collectionnent aussi. Exactement. Et c'est pour ça c'est pour ces gens-là aussi qu'on le fait, parce que nous, typiquement, ce type d'objet, on adore. Et encore une fois, l'idée, c'est pas d'en faire trop, c'est d'en faire le bon nombre. Pour le bon nombre de gens. Ouais. Bon, on va parler un petit peu de médias et écologie. Comme on l'a dit, une de vos marques de fabrique, alors c'était le cas sur Tech Trash, c'est votre ton qui est ouvertement un peu cynique, sarcastique, je sais pas comment vous le définissez, caustique aussi j'avais mis. Est-ce qu'on peut déconner avec l'urgence climatique ? Écoute, c'est la question qu'on s'est posée quand on a eu l'idée de Climax. Et nous, on pense que oui, il faut déconner avec l'urgence climatique. Il faut pouvoir rire de tout un tas de choses. D'une part, parce que comme je disais, il y a tout un tas de trucs dont on peut vraiment se moquer. C'est tout ce qui est greenwashing. Et ça, je pense vraiment, il faut s'en donner à cœur joie parce qu'il y a aussi un truc un peu... si tu veux, cathartique, quoi. Dans le fait de se dire, en fait, on se fait finalement... on se fait on se fait un peu malmener le cerveau, on se fait enfumer toute la journée, il y a des pubs partout, que ce soit dans la rue, dans le métro, partout, quoi. Et en fait, c'est important, je pense, de pouvoir prendre ce recul et de pouvoir dire, en fait, c'est bon les gars, arrêtez de nous raconter n'importe quoi tout le temps, quoi. Et donc ça, tu vois, nous, on le fait avec notre ton à nous, notre ton très moqueur, très taquin. Et après, l'autre aspect, c'est plus le sujet en lui-même, de l'écologie, de la crise climatique, qui est compliqué, quoi, qui est compliqué sur plein d'aspects, parce que il faut avoir des connaissances scientifiques, et évidemment, il faut pouvoir vulgariser pour que les gens puissent comprendre, pour que les lecteurs puissent comprendre, mais c'est bien aussi, je pense, des fois d'amener certains sujets avec un peu d'humour, avec des couleurs, avec tout un tas d'exemples colorés. Et d'exemples qui sont punk, enthousiasmants. Voilà. Et ça me fait penser aussi au fait que tu vois, dans notre réflexion en fait sur le climat et sur le fait, tu vois, nous on venait de Tech Trash. Et pour le coup, qu'il y a un milieu dans lequel tu peux te moquer, parce qu'en fait, il n'y a pas non plus des enjeux. Non, ça reste du consumérisme, du business. Ça reste du business. Ouais. Tu peux te moquer d'un entrepreneur qui raconte n'importe quoi ou d'une boîte qui fait n'importe quoi. C'est assez simple et finalement, c'est assez bon enfant. Oui, en fait. Et il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas trop de conséquences. Et le climat, c'est encore autre chose. Et il y a tout ce truc de mobiliser sur cette question-là aussi qui est importante. Et en fait, nous, on s'est rendu compte que des fois le côté très factuel, anxiogène, c'était pas forcément mobilisateur, et que nous justement on pouvait peut-être amener d'autres gens à ce sujet-là avec justement notre ton à nous et notre angle à nous. Et il y a un exemple que je trouve intéressant et dont on parle dans le prochain numéro. C'est un exemple qui nous ramène au référendum chilien de 1988. Alors juste pour te faire parce que ça me parle pas. En gros, en 1988, au Chili, tu as un dictateur qui s'appelle Pinochet, qui est un dictateur horrible, qui fait des exactions, mais qui est
un peu obligé en fait de faire un référendum. Il est obligé par les pays, enfin par l'international, même par les États-Unis, par la CIA, je crois. Et en fait, voilà, il est donc obligé de faire un référendum pour ou contre lui. Mais lui, en fait, en bon dictateur, il se dit de toute façon, les gens sont terrifiés, ils vont tous voter pour moi parce que je suis le boss. Sinon qu'il y a des répressions. Mais il laisse la possibilité aux gens qui sont contre lui de donner des arguments quand même à la télé. Et au début, c'est le camp du non à Pinochet. Et ce camp-là, au début, il fait tout un argumentaire en disant c'est horrible avec lui, c'est terrible, regardez ce qui vous arrive. Et en fait, c'est pas du tout mobilisateur parce que les gens sont encore plus flippés. Ils se disent ouais, mais en fait, justement, si on vote contre lui, on va se retrouver pareil, on va se faire nous montrer kidnapper. Ce qui va nous arriver. Voilà, exactement. Et il y a notamment un mec, mais en tout cas, cette histoire est racontée dans un film qui s'appelle No, qui est sorti en 2012, un film chilien. Et il y a un mec qui est un publicitaire qui est appelé à la rescousse par ce parti, par le camp du non, et qui dit les gars, en fait, on va faire une autre technique, on va expliquer comment ça serait la vie sans Pinochet. Et donc, il part dans des trucs délirants, il fait des campagnes où tu as des gens qui chantent, qui dansent, déguisés, qui font des la vie rêvée. La vie voilà, rêvée. avec un arc, le logo, c'est un arc-en-ciel. Et en fait, on voit que c'est très étrange, c'est contre-intuitif presque, parce que tu te dis, mais en fait, c'est bizarre, on est dans un régime hyper dictatorial et on va partir dans un discours où on dit, bah non, on va se retrouver au pays des bisounours. Et en fait, finalement, ils arrivent plus à mobiliser comme ça. Et donc, la petite histoire, c'est qu'à la fin, le camp du non gagne le référendum et Pinochet est obligé de se barrer du pouvoir. Et en fait, c'est marrant, mais si tu veux, on a vu ce film-là rétrospectivement, mais en fait, on s'est dit, mais oui, c'est un peu dans un sens qu'on essaye de faire. C'est un peu justement alerter sur cette crise climatique, sur l'écologie, sur les problèmes environnementaux, en parlant de trucs enthousiasmants et en disant aux gens, en fait, l'écologie, c'est pas juste de la contrainte. L'écologie, en fait, c'est aussi une nouvelle façon d'imaginer le monde. C'est aussi, en fait, plein de choses cool qui peuvent nous arriver. C'est vraiment énormément de choses positives. Et c'est vrai que quand tu allumes la télé ou quand tu regardes les médias généralistes, souvent l'écologie c'est quand même ah oui alors enfin tu vois, c'est toujours l'aspect négatif quoi. Ouais, c'est toujours la contrainte quoi. Alors ça change un sont petit vus peu comme des gros relous quoi. Ouais. Ça change un petit peu. Il y a quand même pas mal de médias grand public qui sont mobilisés. Je pense à France Télévisions, Radio France qui en septembre dernier annonçait un grand tournant environnemental. Ouais, bien sûr. Et de l'autre côté, on a des médias que tu as cités, spécialisés, Vert, Reporter, ou plus confidentiels comme Pioche, que j'avais rencontré aussi. Que j'aime beaucoup, Pioche, qui sont hyper sympa. Jean-Paul, très sympa et qui font un super boulot aussi. Aussi sur un angle. Ouais, sur un autre angle aussi. Et après, il y a les militants incarnés, très incarnés, comme Blast, Bon Pote. Comment est-ce que vous tirez votre épingle du jeu ? Vous visez pas le même public ? On vise aussi un peu le même public, je pense quand même parce que tous ces publics-là se rejoignent un petit peu aussi. Je pense qu'il y a quand même une niche de gens qui s'intéressent à l'écologie et qui vont un peu piocher des contenus chez les uns, chez les autres. Mais c'est vrai que nous, on a notre ton à nous. Je pense que c'est vraiment ça. C'est pas trop viser un public, c'est plus de dire, nous, on a une proposition éditoriale qui est un peu différente. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que celle des autres est pas bonne. Non, mais, vous avez un axe, vous avez voilà, c'est vraiment nous notre angle et c'est nous, c'est voilà, de raconter, de dire en fait principalement de dire l'écologie c'est pas une contrainte, c'est tout un tas de trucs hyper cool, c'est des artistes qui s'expriment, c'est tout un tas un tas d'histoires qu'on peut raconter et donc c'est vraiment comme ça qu'on essaie de se positionner quoi. Sur l'incarnation, est-ce que c'est pas une des limites un petit peu de Climax, tu vois, on le sait aujourd'hui, c'est ce que vous dénonciez d'ailleurs au départ dans Tech Crash, mais ces entrepreneurs qui se mettent en avant, mais aujourd'hui on le sait, ce qui marche, je vais pas dire que c'est une recette magique, mais les médias très incarnés, parce que les réseaux sociaux et donc avec une communauté autour de quelqu'un qui incarne ce média, ça marche. On pense à Lou de Vert qui le fait très bien et avec beaucoup de potes par exemple le fait bien aussi. Potes, exactement. Vous, on vous voit pas trop quelque part, on vous connaît, vous connaît dans les médias, mais on vous voit. Et vous avez envie On le fait un petit peu. Alors c'est vrai que c'est marrant parce que comme tu disais, on a génération. On est plus ou moins de la même génération. Alors toi et moi, oui. Oui, mais oui, tu veux dire avec d'autres. Après, il y en a d'autres qui ont la même génération que nous, tu vois, plus ou moins, quoi.
Mais t'as raison, il y en a qui sont plus jeunes, c'est vrai. Mais je pense pas que ça soit une question de génération, parce qu'en plus, pour le coup, Lorraine, tu vois, mon associée, Émilie d'ailleurs, sont plus jeunes et elles ont le même âge que Lou, je pense, plus ou moins. Ouais. Donc tu vois, ça pourrait aussi. Mais c'est marrant parce que justement, on en discutait et c'est vrai que Tech Trash, on s'est positionné quand on a lancé Tech Trash de façon anonyme, de façon un peu pirate, parce qu'on voulait justement cette liberté de pouvoir dénoncer. Cette liberté, et puis en fait se moquer de ce self-branding. Et tu vois, c'est marrant parce que nous, on administre le compte Disruptive Humans of LinkedIn aussi. Je sais pas si tu connais ce compte qui Disruptive Humans of LinkedIn. C'est un compte Twitter qui justement relaie des absurdités, des perles de self-branding LinkedIn. Je vois bien. Je pense que ça doit être une source inépuisable. Ah oui, c'est une source inépuisable. Et pour le coup, on a vraiment... Enfin voilà, donc c'est un compte Twitter. Hein. C'est un compte Twitter. Je vois avec la caméra café. Exactement, voilà, c'est ça. Pour tous ceux qui veulent avoir vraiment des belles pépites sur LinkedIn, là, on essaie de vous mettre tout ce qu'on voit passer et ce qu'on nous envoie. Et enfin, vraiment, il y a des trucs. Je mettrai un lien. Vous avez gagné un abonné. Bon, c'est cool. Je pense que tu peux passer du temps. Voilà. Mais à la fois, tu vois, donc d'un côté, on a ça et on se moque clairement des gens qui se mettent trop en avant. Et en même temps, en fait, on s'est rendu compte par la force des choses que faire des posts LinkedIn vraiment incarné, ça marchait. Ça marche, quoi. Et tu vois, typiquement, je vais te donner un exemple d'un truc qui nous est arrivé à la fin de l'année dernière. En fait, donc il y avait la Coupe du Monde en France. Nous, on s'est positionné un peu contre. En fait, on a dit que nous, on n'était pas forcement d'accord avec. Coupe du Monde au Qatar. Ouais, Coupe du Monde au Qatar. Et nous, on l'a fait avec notre ton à nous. Et je sais pas si tu te rappelles, on a fait un atelier low-tech où les gens pouvaient designer une télécommande universelle. Et en fait, pendant la Coupe du Monde. Pendant la Coupe du Monde. Et l'idée, c'était de dire aux gens, en fait, vous avez votre télécommande universelle. Si vous voulez, vous pouvez aller éteindre des matchs dans les bars. Le but n'est pas non plus que vous allez vous mettre sur la gueule avec les fans de foot. Non, mais c'était un petit acte de résistance ludique, marrant, voilà. Ce qui a beaucoup, pour le coup, plu à plein de médias qui nous ont contactés. Donc, il y a Le Parisien qui a fait une petite vidéo. Donc, ça, on a accepté de le faire parce que c'était vraiment bon enfant. Et puis, c'était assez... ils ont vraiment fait un truc pro. Mais après, on a eu, pour le coup, d'un coup, en fait, quand cette vidéo est sortie, on a eu des tonnes d'appels. Pendant 3-4 jours, c'était un truc de ouf. Il y avait TPMP qui nous ont proposé de venir sur le plateau. Il y avait Apolline de Malherbe qui nous a dit venez à la matinale. Enfin, il y avait des tonnes de trucs. Il y avait RTL, il y avait franchement tout le monde. Et en fait, on s'est dit waouh, le problème de ça, c'est qu'en fait, on va vraiment nous mettre dans la case les écolos relous qui font chier tout le monde. Donc, on s'est dit en fait, on ne va nulle part. On s'est dit on va nulle part. Par contre, on s'est dit on fait un post LinkedIn, on explique, on dit on a été invité là et là et là. On a refusé parce que pour nous, tant que l'écologie ne sera pas prise au sérieux dans ces médias-là et sera toujours traitée sous le prisme de l'écolo relou, on le fera pas. Et ce post-là, en fait, il a cartonné, quoi. Et il nous a fait des tonnes de commandes. Et en fait, de tonnes de commandes, de nouveaux abonnés. Et c'est là, en fait, on s'est dit, ah oui, ok, en fait, LinkedIn a une vraie force de frappe, quoi. Ouais. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, LinkedIn, c'est un réseau social et c'est pas les pages entreprises qui marchent, c'est vraiment les profils, c'est les pages perso. Et en plus, les gens qui sont dessus, c'est pas forcément, tu vois, c'est des gens qui sont un peu plus âgés que les gens, par exemple, sur Instagram. C'est typiquement des trentenaires, quarantenaires qui sont déjà installés, qui s'intéressent au sujet, qui Bien ont sûr. aussi, typiquement, tu vois, qui peuvent peut-être commander, qui ont pouvoir d'achat, qui peuvent commander un fanzine. Et on voit que nous, on a un pouvoir de transformation, enfin, en tout cas sur LinkedIn, qui est, je pense, le plus gros, enfin, par rapport aux autres réseaux. Ça, et alors, qui le fait? C'est toi? C'est Lorraine? On essaie de le faire un peu tous les trois, même avec Milly aussi. Et ça te coûte, toi, un peu de le faire? Moi, ça me coûte à fond. Moi, je déteste, dire j'ai fait ça parce que Tech Trash, et t'as l'impression un peu de trahir ça, ou non, même vraiment au fond de toi c'est un truc que t'aimes pas faire ça par rapport aux deux, parce qu'en fait Tech Trash, ça venait à la fois, enfin c'était vraiment moi ce que je pensais, et c'est vrai que moi quand je vois certains posts même de gens que je connais et que j'apprécie, des fois je trouve ça un peu ridicule en fait, cette mise en scène, tu vois, et ce côté un peu genre je m'indigne de tel truc, mais en même temps, enfin je critique pas non plus, parce que le combat il peut être, tu vois, il peut avoir de la valeur, mais c'est vraiment la posture en fait. Des fois moi en tout cas, voilà, je le dis pour moi, moi elle me coûte, et c'est vrai que même moi, mes prises de parole sur LinkedIn, et encore une fois, je suis pas du tout au niveau je suis pas dans les LinkedIn Top Voices. Donc d'ailleurs, LinkedIn, si vous nous écoutez, mettez quelqu'un de nous, mettez quelqu'un de Climax dans les Top Voices. Mais moi, c'est vrai que ça me coûte un peu. Mais après, il y a aussi peut-être une possibilité de le faire sans être non plus trop
en mode moi-je et peut-être moins en racontant sa vie. Il faut trouver le bon ton. C'est trouver le bon ton, effectivement, mais c'est devenu indispensable. Tu peux pas, c'est hyper dur. Tu peux toujours faire sans, hein, mais il y a des gens qui font sans, tu vois, je sais pas d'ailleurs, il faudrait réfléchir à ceux qui font par exemple du papier. Est-ce que Franck Hanez, il est très présent sur LinkedIn? Je sais pas, il faudrait peut-être qu'il l'est, je sais pas. Il l'est un petit peu, ouais, mais c'est pas, il est pas top voice. Quoi. Non, après, non, clairement, et je pense que lui, il a ce côté un peu, ils sont fous. Voilà, ils sont fous. Mais après, lui, il a un niveau aussi où il a plus besoin de ça. Il a construit déjà, ça fait 15 ans qu'il a lancé des médias et qui sont installés en France et que les gens connaissent, qui sont distribués en kiosque. Donc, exactement. Sont des grosses marques. Il en a peut-être plus besoin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, pour installer une marque, tu as raison. Il faut passer par les réseaux sociaux important. Et LinkedIn, évidemment, ça marche. C'est clair. Tu disais, voilà, donc vous aviez un peu boycotté les médias parce que c'était surtout le traitement voilà, des vilains militants qui font des actions un peu reloues. Est-ce que si on prend un peu d'auteur, tu trouves qu'il y a eu quand même un changement, une évolution? Alors, il y a eu la fresque du climat, évidemment. Et... Il y a eu la charte. La charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. On a coécrit avec Climax, qui est donc avec d'autres journalistes, qui a été initié par le média Vert et qui est notamment été porté par la journaliste Anne-Sophie Novelle et qui vraiment, je pense, c'était une excellente initiative. C'est toujours d'ailleurs une excellente initiative parce que cette charte, elle existe. Elle a bousculé un peu les choses. Elle a le mérite au moins d'avoir. Je pense qu'elle a bousculé. Voilà, elle a mis exactement cette question sur le devant de la scène. Cette charte a été aussi une sorte de prétexte pour justement Anne-Sophie ou d'autres d'aller parler du sujet, et ça je trouve c'est hyper important et ça a été très malin de le faire comme ça parce que du coup le sujet a vraiment été mis sur la table en mode regardez, en fait il y a plein de médias généralistes qui racontent n'importe quoi et surtout qui prennent le sujet de l'écologie par le mauvais bout et qui vont typiquement faire un sujet sur la canicule en mettant en photo des petits jeunes en train de se baigner en disant trop bien, il fait chaud, c'est de la balle. Et ça, pour le coup, je pense que grâce à cette charte, notamment, pas que, mais je pense qu'il y a eu une prise de conscience et je pense que ça, on le verra de moins en moins, voire peut-être plus du tout, et ça serait génial. Maintenant, il faut quand même se rendre à l'évidence. Tu vois, il y a eu la sortie là, d'un rapport de synthèse du 6e rapport du GIEC. Et pour le coup, il y a 10 jours, je crois, aujourd'hui, alors qu'on enregistre. Quand vous écouterez ça sera un peu plus vieux, mais... Pour le coup, ça a eu vraiment très peu de résonance, quoi. Alors, certes, il y a une actu à part Lou, je pense, de poste, voilà, je mais pense qui pour le coup, fait un média spécialisé. Voilà, donc nous, on en a, tu vois, on l'a évoqué aussi dans notre newsletter, même si pour le coup, nous, encore une fois, on n'est pas sur l'actu. Évidemment, Bon Pote en a parlé à pas mal de reprises et il l'a fait hyper bien. Enfin, tu vois, il y a tout un post qui explique bien. Mais c'est normal. Mais en fait, c'est normal, c'est leur actu, voilà. Et les autres, très peu. Alors, je connais pas les chiffres exacts de la part, tu vois, de marché, entre guillemets, de la part dont on a parlé, du rapport du GIEC, mais évidemment, il y a une grosse actualité en ce moment, mais c'est quand même problématique, ça reste problématique. Parce que certes, on va parler de la réforme des retraites, mais le climat, ça peut pas être, c'est indissociable, en fait, c'est essentiel. Je vais reprendre la punchline d'Alternativa, retraite, climat, même combat. Mais non, mais c'est vrai, tu vois, en fait, on parle beaucoup de retraite, mais en fait, on parle pas du tout de climat, ou quasiment pas, et c'est problématique. Pareil, tu vois, il y a eu la COP 15 de la biodiversité à Montréal, il y a quelques semaines, quelques mois, je crois. Et pareil, finalement, les grands médias en parlent extrêmement peu, quoi. Enfin, en fait, pour moi, il y a toujours un combat à mener à ce niveau-là. Certes, il commence à y avoir un tout petit changement dans les mentalités. Mais on est loin du compte, quoi. Mais exactement. Mais il y a un gros boulot à faire là-dessus. Et c'est vrai que par rapport à ça, nous, si tu veux, on est tout petit parce qu'on a finalement quelques milliers de lecteurs et peut-être pour les plus gros d'entre nous, entre guillemets, et quand je dis nous, c'est les médias écolos, quelques dizaines de milliers de lecteurs. Mais en fait, c'est rien du tout par rapport à la force de frappe de France Télé, d'un journal télévisé, de TF1, qui va toucher des millions, tu vois, même parfois des dizaines de millions. La PQR aussi. Et en fait, il y a un combat à mener, en fait, à continuer de vulgariser ces sujets et de faire en sorte que les médias en parlent, quoi. Et ça peut être par des coups d'éclat, ça peut être par typiquement ce que fait Bon Pote, c'est-à-dire d'interpeller des médias, d'interpeller des journalistes, d'autres le font aussi, ou d'interpeller carrément des politiques, mais il faut arriver à mettre le sujet sur la table, et chacun, je pense, le fait avec ses méthodes et avec ses outils, avec son ton à lui, quoi. Ouais, il y a du boulot. On en est où justement de la charte ?
Où est-ce qu'on a de la charte en ce moment ? La charte, elle existe. Les médias peuvent la signer. Le collectif continue à la porter. Régulièrement, il y a différentes personnes. Alors moi, je suis un peu moins investi. Moi, chez nous, en fait, chez Climax, c'est Milly Servant, notre rédactrice en chef, qui a vraiment coécrit et qui est dans le groupe de discussion, qui est vraiment a participé à la discussion. Et donc moi, je suis, à titre personnel, un peu moins investi. Évidemment, je la supporte à 200% et je l'ai signé évidemment direct. Et Climax l'a signé, ce qui est logique, mais la charte, elle existe. Encore une fois, le collectif continue à la porter. Régulièrement, il y a des membres du collectif qui font des interventions dans les médias, que ce soit sur France Télé, sur d'autres médias, pour dire où est-ce qu'on en est. Typiquement, s'il y a des médias généralistes qui font des dérapages, on va aller les interpeller, on va leur dire, écoutez, ça, en fait, ça va pas. Cette une-là que vous avez fait, ça va pas. Et il y a aussi toute une logique de formation qui est mise en place. Formation pour les journalistes, d'aller dire aux journalistes, en fait, on va aller vous voir pendant quelques heures et on va vous donner les bases. En fait, les bonnes clés pour bien le traiter. Les bonnes pratiques, les bonnes clés pour bien comprendre les enjeux et pour bien traiter la question. Parce qu'évidemment, on ne peut pas tous être expert de cette question-là, mais en fait, il faut quand même avoir des bases et pour aussi à un moment se dire, attention, là, je traite le sujet pas du bon angle, ou peut-être pourquoi est-ce que je ne vais pas aller interviewer un expert, ou pourquoi est-ce que je ne vais pas justement réfléchir à comment est-ce que je parle de ce sujet-là, quoi. Ok, à suivre en tout cas sur la charte. Si on prend un peu encore de hauteur sur le futur, qu'est-ce qu'il y a au programme pour Climax dans les prochains mois ? Écoute, pour Climax, je dirais déjà donc ce nouveau numéro là qui va sortir bientôt. Ouais. Donc je pense que la plupart quand vous écouterez ce podcast, il sera probablement déjà sorti, en tout cas toujours disponible sur notre site, en librairie. Allez le voir, allez le feuilleter en librairie. Puis même il y a plein de librairies où on retrouve tous les numéros, donc vous pouvez aller les feuilleter. Alors je prends encore une fois le premier, je crois, est épuisé, mais donc il y a ça et puis il y a plein de contenus qu'on va faire dans la newsletter. On va voir comment est-ce que la newsletter évolue. On réfléchit à faire des événements. On a un événement qui s'appelle la Kermesse du Climat qu'on a déjà décliné. Enfin, on a déjà fait 2 éditions. Donc, on va sûrement en refaire une cet été. C'est un événement où, en fait, on reprend un peu les codes d'une kermesse classique et on la détourne pour en faire un truc sur l'écologie, mais en même temps avec cette ambiance un peu marrante et bon enfant de la kermesse. En tout cas, sur Climax, je dirais, c'est un peu ça. C'est un peu ça les projets. Et voilà, c'est vraiment de continuer à faire grandir la communauté, de prendre la parole. Encore un peu tôt, hein. Ça fait 1 an, encore une fois. C'est pas développer le projet. On n'est pas à la maturité, quoi. Là, on a ce numéro qui arrive, dont on est hyper content. Enfin, pour l'instant, on a la couverture, mais il n'est pas encore imprimé. Mais on est hyper content du contenu qu'on va avoir. Et la couve, moi, je l'adore. Donc voilà, ça c'est, pour moi, c'est vraiment l'un des trucs essentiels. Hein. Tu vois, c'est vraiment ce kiff de se dire... Est-ce qu'on est content de notre couverture, de notre contenu, de tout ce qu'on raconte dedans ? Est-ce qu'on l'assume à 200% ? Ouais, c'est ça qui restera en fait, donc c'est l'essentiel. Et ça, c'est ce qui te fait kiffer, toi ? Moi, c'est ce qui me porte, c'est ce qui me fait kiffer. Pour ce projet-là, en tout cas, c'est vraiment pour moi l'essentiel. C'est de me dire que c'est un projet que j'assume à 2000%, que j'espère le pouvoir me le ressortir dans 10 ans et me dire tiens, on avait fait cette couverture, ça me faisait un bon, j'avais telle ou telle référence artistique, tu vois, typiquement je sais pas si tu as vu la nouvelle couverture. Non. Donc oui, il faut que tu la vois. Donc normalement, si tu vas sur le site, tu devrais la voir. Donc je l'avais ouvert ici, Climax. climaxfanzine.fr. Si. Les riches vont maigrir. Voilà, exactement. Et en fait, donc comme tu vois, on a repris les codes de pochette de hip-hop américaine. Voilà, on est dans le même dans le bling bling, comme exactement. On dit. Mais tu vois vraiment avec des codes West Coast. Voilà, exactement. Et moi qui suis donc un auditeur de hip-hop de longue date, j'écoutais beaucoup ça quand j'étais plus jeune, beaucoup de rap américain, du rap du sud aussi des États-Unis, où cette culture du bling bling est très assumée. En fait, c'est vraiment ces codes-là qu'on a repris et dont on se sert parce qu'à la fois, c'est des codes qu'on adore et à la fois, en fait, c'est aussi quelque chose qu'on critique dans le sens où, en fait, on se dit ça peut pas être notre idéal. En fait, ça peut plus être notre idéal. Ouais, même ce côté consumériste, exactement. En fait, voyage. En fait, il faut changer vraiment. Il faut qu'on arrive à changer nos imaginaires. Il faut qu'on arrête de se dire que c'est changer vers ça nos imaginaires. Nos idéaux. Oui, exactement. Je pense que le jour où on aura gagné, le jour où les gens se diront en fait c'est pas cool.
Et là, je te parle pas de notre bulle écolo. Non. Et je parle vraiment des gens, enfin du grand public. C'est quoi réussir? C'est quoi l'idéal de réussite? En fait, il faut que si tu veux que être un écolo, ça soit plus cool que d'être comme Karim Benzema, par exemple. Tu vois, typiquement, quand tu vois Karim qui fait sa vidéo, il est en jet ski ou il est en Porsche ou je sais pas quoi. Évidemment, dans notre bulle écolo, tout le monde s'est foutu de sa gueule, mais il y a quand même énormément de gens qui en fait, ça fait rêver. Bien sûr. Et en fait, il faut vraiment qu'on arrive à changer cet imaginaire-là et je pense que c'est important que les gens se disent en fait ça c'est plus cool quoi. En fait, c'est ringard. Ouais, mais c'est là c'est tout le capitalisme et la société de consommation, tu vois, j'ai rien contre Benzema. C'est pas du tout contre lui, c'est vraiment contre cet imaginaire-là. Et je pense que typiquement quand tu auras des gens comme lui qui se diront en fait c'est plus cool, en fait je vais prendre le train et en fait c'est pas grave, tu vois, peut-être tu peux être riche jusqu'à un certain stade, mais en fait t'as pas besoin d'être en jet ou machin. En fait quand on arrivera à ce stade-là, on se dira qu'on aura déjà fait une bonne partie du chemin. Ouais. Et c'est là-dessus, nous on est vraiment sur cette bataille-là, sur la bataille des imaginaires. Mais ça c'est un grand changement de société, enfin tu vois, ce que je veux dire. Là, évidemment. C'est même plus la décroissance, c'est vraiment changer tous les... Je sais pas, je vais dire que c'est les North Star de notre société, mais on est dans des sociétés de consommation à fond, où c'est la réussite, c'est ça, c'est les voyages, c'est le fait de pouvoir faire le tour du monde, c'est les voitures de collection. Exactement. Mais après, tu vois, typiquement, les voitures tout n'est pas acheté non plus. Je veux dire, les voitures de collection, en fait, elles peuvent exister. Elles peuvent exister, exactement. Elles peuvent être dans un musée. Mais en fait, la question aussi, c'est est-ce qu'on a besoin tous d'en avoir une? Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir 10, 20 voitures, comme c'est le cas pour certains footballeurs. Et en fait, il y a tellement de choses qu'on peut changer déjà à ce niveau-là, sans forcément dire, typiquement, on brûle toutes les voitures de collection. Typiquement, on peut très bien les mettre dans un musée et puis peut-être pouvoir les conduire une fois de temps en temps sur un circuit et voilà. Donc ça c'est le prochain numéro de Climax. Allez voir sur climaxnewsletter.fr pour vous y abonner et la boutique. Il sort quand exactement? Tu as la date parce que l'épisode... Alors ça sortira courant avril. Donc voilà, si vous écoutez, j'ai pas la date exacte, mais suivra. Abonnez-vous à la newsletter dans tous les cas. Si vous êtes abonné à la newsletter, voilà. Alors là, vous saurez exactement la date exacte. De sortie. Du numéro 4. Dernière question que je voulais voir un peu avec toi. Courriel, vous en êtes où? Parce que Courriel, c'était donc c'est notre studio qui existe toujours. Il existe toujours. Ouais, bien sûr. Ouais. Et il marche bien. On a plein de choses qui se passent là-dessus sur Courriel. D'accord. C'est le studio aussi qui édite Tech Trash. Ouais. Et donc, à la fois sur Courriel, on a plein de choses qui se passent parce qu'on a plein... En fait, la newsletter, ça reste un médium qui marche hyper bien et qui cartonne. On a plein de boîtes et d'institutionnels qui viennent nous voir pour nous dire attendez, est-ce que vous pouvez pas faire notre newsletter, nous conseiller. On a des médias qui viennent nous voir et qui nous disent on fait de la vidéo, on fait du podcast, mais on sait pas faire de newsletter, donc aidez-nous à la faire, accompagnez-nous là-dessus. Donc ça, il y a plein de choses qui se passent. Et donc, c'est aussi Courriel qui édite Tech Trash. Et Tech Trash, aujourd'hui, on a une vraie réflexion sur réinventer un peu Tech Trash. On est en plein dedans. D'accord. En fait, parce que c'est vraiment, si tu veux, c'est vraiment notre projet de cœur aussi à côté de Climax. C'est votre bébé, quoi. C'est notre bébé, voilà, exactement. Ouais. On l'adore. Premier, c'est l'aîné. Voilà, exactement. On a monté ça avec Lorraine, alors qu'en plus, à l'époque, sans réflexion business, juste en se disant, ça nous fait kiffer. Et on a vraiment réussi à fédérer... quasiment, je crois, 35-40 000 personnes qui nous lisent et pareil, avec des super taux d'ouverture, avec vraiment une communauté hyper engagée. Et en fait, aujourd'hui, on est en train on est en réflexion, comment est-ce qu'on peut faire évoluer ce projet? Est-ce qu'il faut qu'on change la fréquence? Est-ce qu'il faut qu'on fasse plus souvent? Est-ce que, tu vois, il y a plein de choses. Il y a des réflexions. Plein de réflexions et je pense que, j'espère qu'il y a des choses qui vont arriver sur Tech Trash prochainement dans les mois qui viennent. Vraiment, j'ai pas trop envie d'en parler. Non, mais j'essaye juste de mettre un peu l'eau à la bouche parce que je me dis, là, en tout cas, on est en pleine réflexion. Il va se passer des choses. Pour moi, il faut qu'il se passe des choses. Et voilà. Et donc, attendez-vous et inscrivez-vous, en fait. Une fois que vous êtes inscrit, de toute façon, si vous êtes inscrit sur techtrash.fr, après, vous recevrez les news, quoi. On suivra ça. Ça, il faut pas hésiter à suivre. Mais il y a des belles choses qui vont arriver. Et on en parlera, on relaiera sur la newsletter aussi de Mediarama, tout ça. On a fait le tour. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Écoute, je ne sais pas. Bon, ça veut dire qu'on a parlé de bons sujets. Le dernier qui est un peu le gimmick de l'épisode. Est-ce que tu as un truc cool à nous partager? Oui, alors tu m'as dit ça. Ouais, donc j'ai réfléchi j'ai 2 trucs cool à recommander.
Ça va ou pas? Alors après, je peux te recommander plein d'autres trucs cool, qui ne sont pas forcément des médias, mais là, on parle de médias, on est d'accord. On parle de ce que tu veux. On parle de ce que je veux, de ce que tu veux. Ça peut être... ça peut être quoi une voiture de collection. Alors, a priori, non. Encore une fois, mais il ne faut pas que les gens le comprennent mal, parce que j'ai défendu les voitures de collection, mais ça ne veut pas dire que, justement, il faut se débarrasser des voitures, par contre. Non, ça, on a bien... En tout cas, de la voiture individuelle. C'est ça dont il faut se débarrasser. Ça, on pourrait faire aussi un épisode parce que c'est compliqué entre les voitures, la voiture individuelle et les voitures électriques. Il y a plein d'idées. Bien sûr. Et après, je dis ça surtout pour nous citadins. En fait, évidemment, pour d'autres personnes, c'est pas le même paradigme. C'est pas le même paradigme, mais quand tu habites à la campagne, mais pour nous, je rêverais de la voiture autonome. Il faut se débarrasser de la voiture individuelle. Ça n'a aucun sens. Ouais. Mais ça, c'est sûr. Et ça doit être un projet d'un un pays. Bien sûr, il faut repenser la façon dont sont construites les villes, dont sont construites les infrastructures, les transports en commun. De toute façon, voilà, tout est à faire. Ton truc cool. Les trucs cool. Donc, moi, j'ai pensé à 2 médias. Donc, j'ai pensé notamment j'ai pensé à un fanzine et une newsletter. Tu vois, ça fait vraiment le lien avec Bien Climax. sûr. Donc, le fanzine, c'est un fanzine qui s'appelle Censored. D'accord. Donc, en anglais, Censored. Ouais. Censored, je crois que c'est Censored Magazine. Donc, censuré. Censored. Et c'est un fanzine qui est fait par 2 jeunes femmes. Censoredmagazine.fr. Ouais. Et qui est absolument chambé. C'est un fanzine féministe qui parle de tout un tas de sujets, mais toujours avec le prisme du féminisme. Et c'est en fait, pour moi, c'est un peu le climax du féministe. Voilà, exactement. Vous auriez pu le lancer. En fait, je sais pas si on aurait pu le lancer parce qu'on a peut-être pas le même background, les mêmes histoires à raconter, mais en fait, pour moi, il y a même ce même prisme, si tu veux, très pop, très underground, très niche, avec des sujets délirants, avec une maquette aussi complètement folle, avec, pareil, un côté déstructurer le fait de faire un magazine, tu vois, avec des couvertures... hyper original. Tu vois les couvertures là, c'est hyper beau. Non, franchement, c'est vraiment exceptionnel. Moi, j'ai découvert ce projet-là il y a, je crois, à peu près 1 an. Et vraiment, j'ai fait genre, waouh, en fait, j'ai envie d'acheter tous les numéros, j'adore. Donc, c'est 2 sœurs, tu l'as dit. Je crois que c'est 2 sœurs. Ouais, je crois que c'est 2 sœurs. Je mettrai le lien. C'est 2 sœurs qui font ça, qui sont à la fois graphistes, à la fois rédactrices en chef, qui font tout. Je crois, j'imagine qu'elles ont des collaborateurs, des collaboratrices, mais je crois que c'est vraiment 2 jeunes femmes qui pilotent ça et qui sont vraiment hyper fortes. Okay. Donc ça, je vous invite à aller voir. Et après, la newsletter, pour moi, c'est, je pense, la meilleure newsletter du moment, depuis quelques temps, qui s'appelle Absolument Tout. Je sais pas si tu en as entendu parler, parce qu'il me semble que... Non, mais tant mieux, c'est bien, au moins on découvre des choses. C'est un jeune homme qui s'appelle Martin qui fait ça, et du coup qui écrit aussi dans Climax, et qui, donc c'est un petit peu quand même de la promo pour la team de Climax, mais c'est donc un jeune homme qui fait une newsletter qui parle de tout et de rien. Qui raconte des histoires extraordinaires. Ouais, voilà, qui raconte des histoires, mais très geek, très niche, mais qui sont toujours en fait hyper surprenantes. Et franchement, je vous invite aussi à aller voir parce que vraiment, il me semble que ça sort tous les mercredis. Et franchement, à chaque fois, c'est l'occasion de s'évader, en fait, de découvrir un truc complètement absurde, un truc qu'il va aller chercher. En fait, c'est une sorte de geek de l'espace qui va trouver des trucs exceptionnels. Bon, et donc allez voir. Absolument tout.net, je mettrai le lien et je me suis abonné entre-temps. Voilà, tu vois, il y a au moins gagné un abonné. Non, mais il va en gagner beaucoup plus. Je et puis allez vous abonner aussi à Climax Fanzine, à la newsletter. Qui est sur climaxfanzine.fr et à TechTrash aussi. Et à TechTrash, je mettrai, t'inquiète, tous les liens. Pour ma part, les trucs cool, alors qui n'ont pas de rapport avec les médias, mais plus rapport avec l'IA générative, qui est un peu notre marotte un peu en ce moment. Ouais. Chez Cosa Vostra, on en parle beaucoup. Alors j'ai vu quelque chose qui s'appelle... 2 choses sur l'IA. Novel.ai, qui est un outil construit sur ChatGPT, qui permet en fait de faire de l'écriture imaginaire. Donc de base, mais amélioré en fait sur ChatGPT, et ça permet en fait d'écrire des textes à la manière d'un auteur célèbre. Tu mets en fait le type d'auteur, Arthur Conan Doyle, Victor Hugo, et ça te fait n'importe quel texte dans le style. C'est vraiment... Ça marche en français aussi? Ça marche en français, en anglais. Et c'est bluffant. C'est bluffant, ouais. C'est vraiment bluffant. Et l'autre, c'est Replica.ai. C'est un peu le concept, tu vois, Her, tu sais, le film de Spike Jonze. Ouais. Donc c'est un chatbot conversationnel qui peut aussi être dans le métaverse, mais voilà, et qui permet en fait d'avoir
une espèce de clone et d'avatar avec qui tu vas nouer une relation, donc qui peut être amicale, qui peut être émotionnelle avec ses utilisateurs, et c'est assez fou parce que il y a un vrai caractère et il y a eu pas mal d'abus derrière, tu vois, l'IA qui dérape un petit peu, et je trouvais ça assez fou. Il y a un petit côté, quand même un tout petit côté Black Mirror, ça me rappelle un épisode de Black Mirror d'ailleurs. Ah ouais, où il y a du harcèlement sexuel du clone qui devient un peu pervers, possessif, etc. Et des gens voilà, qui l'ont perdu et qui sont en détresse émotionnelle parce qu'ils n'ont plus accès à leur chatbot. Ouais, à leur chatbot. Et je trouve ça assez dingue. Donc voilà, deux usages un peu différents de l'IA générative. Mais voilà. Donc si vous avez, vous, aussi des trucs cool à partager, n'hésitez pas à écrire, à en envoyer, notamment sur l'IA, parce que, comme l'a dit Bill Gates, je sais pas si tu as vu passer son article, pour lui, c'est la deuxième grande révolution qu'il a connue dans sa vie après l'arrivée des ordi et de l'interface graphique, où il a senti qu'il y avait un truc qui a donné Windows. Ouais. Lui, pour lui, il dit que là, c'est un changement de la même importance, quoi. Bah écoute, je sais pas ce qu'il pour vous chez Climax. On va voir, mais de quoi ChatGPT. Ouais, je sais pas si vous avez regardé, s'il y a des choses qui ça vous inspire un peu. Surtout par rapport, du coup, là plus par rapport à Tech Trash, parce qu'on suit quand même l'actualité tech et l'actualité de l'intelligence artificielle, évidemment. Alors, on est fasciné par ça, oui. À la fois, on est quand même très critique aussi, tu vois. Et à la fois, on se dit, pour l'instant, il faut voir ce que ça va donner, en fait. Il faut voir les usages qu'on va en faire. Moi, je reste un peu sur ma réserve pour l'instant avant de sortir une phrase genre oui, c'est la révolution. Je sais que Laurent Alexandre a dit pareil, je crois. Donc lui, alors tu vois, il faut toujours se méfier. Exactement. Parce que quand lui dit ça, c'est qu'il faut se méfier. Après. Non, mais là, c'est Bill Gates. Alors, on peut aimer ou ne pas aimer Bill Gates, sûr, mais il a quand même ce côté. Il est sérieux quand même. Il est sérieux, il a réfléchi, un peu visionnaire quand même dans la chose. Donc, écoute, on va voir. On va voir. Exactement. En tout cas, une espèce d'adoption de folie. Je lisais un article, c'est le service qui, dans l'histoire, a eu l'adoption la plus rapide. Ils sont arrivés à 100 millions d'utilisateurs en moins de 2 mois. Ok. Ah oui, c'est assez exceptionnel. Donc c'est le truc le plus rapide. Donc on va voir. Ouais, bien sûr. Bah non, mais c'est sûr qu'on va avoir des surprises, surtout avec GPT-4 et puis après avec la suite. Enfin, ça va être, je pense, vertigineux, mais bon, justement, il faut s'y préparer et puis il faut qu'on en fasse bon usage de toutes ces technologies. Tester la rédaction d'articles. À un moment donné, dans le greenwashing, tu dois pouvoir demander des trucs un peu sympas. On l'a déjà testé et pour l'instant, ça marche pas. Alors, c'est pas au niveau de nous ce qu'on veut, mais après, c'est vrai qu'on a des exigences en termes de ton et tout. Mais pour l'instant, c'est pas. Alors là, on l'a testé sur GPT-3. Ouais. Et c'est pas encore au niveau. On n'a pas réussi à le faire assez bien. Bon, alors c'est la newsletter Alphonsine 100% humain pour le moment. Pour l'instant, exactement. On suivra ça. Mais du coup, ça coûte plus cher à faire. Exactement. Dan, merci. Merci beaucoup à toi. C'était très cool. Merci pour ton temps. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Je mettrai les liens parce qu'on a donné beaucoup de liens, beaucoup de choses. Tout sera dans les notes de l'épisode ou sur mediarama.io. Et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.